Voilà. Si je reviens de blessure, j'ai encore un peu mal, je peux reprendre. Alors j'ai fait un live avec Romain où on a parlé de douleur à l'entraînement, on a parlé de blessure. Donc ça va te servir, je pense, il est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc c'est Evan Coach sur YouTube et je pense que tu auras toutes les infos dans cette vidéo-là. Moi, ce que je te recommanderais, c'est alors, ça dépend ce que tu appelles blessure. Souvent, les gens ils disent ouais, je suis blessé, j'ai une blessure, alors qu'en réalité, ils ont juste une douleur. Euh, donc, à voir ce que tu as eu réellement. Mais si tu as alors, si tu as toujours un peu mal, ça va dépendre de l'échelle de douleur. Mais revois tes amplitudes. Alors déjà, revois la charge à la baisse. Réduis ta charge. Euh, Ça se trouve, en réduisant la charge, tu n'auras pas mal. Si tu as toujours mal en réduisant la charge, tu peux réduire un peu l'amplitude. Peut-être que ça ne te fera pas mal. Mais l'objectif, c'est pas que ça te rajoute des douleurs et que faut surtout pas que ça te fasse plus mal qu'avant. Avoir un peu mal pendant que tu t'entraînes, ça peut être bien, on va dire, et ça peut te permettre de mieux récupérer, mais faut trouver le juste milieu, quoi, et à voir ce que tu as eu réellement comme blessure. Mais je pense que tu auras plus d'infos dans l'autre live que j'ai fait, Romain, qui est disponible en replay. C'est combien de jours de repos faut-il faire? Ça dépend. Ça dépend. Personnellement, je m'entraîne 5 fois en muscu en ce moment, plus j'ai 2 jours où je fais de la course à pied. Donc voilà, mais après, je recommanderais pas forcément de se fixer un nombre de jours de repos, mais plutôt de se fixer un nombre d'entraînements par semaine que vous pouvez tenir que vous pouvez tenir sur les 52 semaines de l'année, quoi. Souvent les gens au début du coaching me disent ouais, moi je vais faire 5 trainings par semaine, et souvent on se rend compte que c'est pas un chiffre qu'ils peuvent garder. Donc tout simplement, combien de jours de repos faut faire, ça va dépendre de la personne. Ces jours de repos peuvent varier de semaine en semaine. Si avec 3 jours de repos, tu arrives à assez récupérer, bah, c'est très bien. Et souvent, on pense que faut faire beaucoup plus de training et prendre le moins de jours de repos possible. Mais en réalité, plus tu prends des jours de repos, si tu as des trainings qui sont intenses, bien évidemment, qui sont productifs, bah, mieux ce sera. Trouver le juste milieu, et c'est une question d'équilibre, à toi de faire des tests. Mais souvent, il faut plutôt se fixer un nombre de jours d'entraînement, et ton nombre de jours de repos, ce sera le nombre de jours où tu peux pas t'entraîner. Avec une épine calcanéenne, est-ce que je peux faire du running? Alors ça dépasse un peu mon champ de compétences. Si tu n'as pas de douleur, je pense pas que ce soit mauvais d'en faire. À demander à ton spécialiste, mais je pense que si tu as une épine calcanéenne, tu dois avoir mal rien qu'en marchant possiblement. Donc je pense que la course, ça peut te faire mal aussi. Et si ça te fait mal et que ça empire les douleurs, je ne pense pas que ce soit un bon choix du coup, mais à te rapprocher de ton spécialiste. Luxation de l'épaule. Alors, luxation de l'épaule, possiblement, il faut identifier aussi les patterns de mouvement où tu as mal. Je pense notamment peut-être au développé militaire, peut-être au développé couché. Je pense que sur les mouvements de tirage, ça devrait aller. Mais peut-être limiter les mouvements. C'est quoi le mieux en chaussures pour la salle? J'ai les pieds qui glissent sur la presse. Alors, quand tu vas faire les jambes, je te recommanderais d'avoir une paire de chaussures qui va être plate, avec pas trop d'amorti, pour être le plus stable possible. Et si tu as les pieds qui glissent, après ça peut être soit tes chaussures du coup. Soit ça peut être de la semelle qui glisse au niveau de la presse, soit ça peut être ton pied dans la chaussure qui glisse et du coup ça fait glisser ta chaussure. Donc essaye déjà d'avoir une chaussure qui va être à ta taille. Après peut-être essaye de changer de paire de chaussures. Peut-être que des fois si ta semelle elle est plus adhérente, ce sera mieux. Paire de chaussures qui va pas être trop grande, bien faire tes lacets. Et sinon, au pire, le faire pieds nus, mais ça peut être pas très confortable de le faire pieds nus pour l'avoir déjà essayé. Après, à tester. Mais sinon, je
Je recommande pas forcément de marque. Moi, je sais que j'ai des Nike. Pour faire les jambes, je mets des Nike Metcon. C'est des semelles plates. Je sais qu'il y a des gens qui mettent des Converse aussi. Ça, c'est possible. Mais voilà. Pas forcément de paire de chaussures. Il n'y a pas de mieux. Déjà, ce sera des chaussures dans lesquelles tu te sens à l'aise. Et après, je te recommanderais d'éviter d'avoir des grosses semelles pour faire les jambes. Pour le haut du corps, ça n'a pas réellement d'importance. Et des chaussures toujours propres pour ne pas salir la salle. Et penser aux agents d'accueil et aux personnes qui travaillent dans la salle. Et aux autres personnes qui s'entraînent. Mais voilà, peut-être revoir tes lacets, revoir la taille de ta chaussure. Ou alors revoir ta chaussure tout court. Tu conseilles quoi pour quelqu'un qui a un poids faible, bras, biceps très court? D'augmenter ton nombre de séries par semaine sur les biceps, de faire, alors ça va dépendre de ta proximité de l'échec, mais de faire entre 15 et 25 séries, ça me paraît pas déconnant. 25 séries, si tu as des séries peu intenses, 25 séries, il faudra faire 25 séries. Si tu as des séries qui sont très intenses, tu es proche de l'échec, 15 séries, ce sera plus adéquat. Tu peux me faire, si tes séries sont encore plus intenses que ça, tu peux en faire encore moins. En fait, ton nombre de séries va dépendre de ta capacité à récupérer, de ta capacité à mettre de l'intensité sur le groupe musculaire. Et je te recommanderais de les faire du coup possiblement au minimum 2 fois par semaine pour répartir ton volume de la meilleure façon possible. Si tu as 15 séries à faire par semaine, il vaut mieux faire 1 fois 7, un jour où tu fais 7 séries et un autre jour où tu fais 8 séries plutôt que de faire 15 séries la même séance. Ce sera moins productif de faire 15 séries la même séance. Donc de découper en 2 ton volume, voire en 3. Tu peux faire 3 fois par semaine les biceps, style lundi, mercredi, vendredi. Si tu as 15 séries, tu fais 5 séries le lundi, 5 séries le mercredi, 5 séries le vendredi. Tu fais un exo où tu fais 3 séries, un autre exo où tu fais 2 séries. Voilà, je pense que ça peut être bien. Et de commencer ta séance par ça. Souvent les gens ils font des séances pull, ils vont commencer leur séance par le dos et vont faire les biceps ensuite. Moi je te recommanderais de faire tes séances pull à l'inverse, commencer par les biceps et ensuite faire ton dos. Ou si tu fais pec biceps, commencer par tes biceps et ensuite faire les pecs. Mais toujours commencer ta séance par le groupe musculaire que tu as envie de cibler. Souvent les gens ils disent non, il faut commencer par les exos polyarticulaires. Moi je te recommanderais de commencer par les groupes musculaires que tu as envie de prioriser, même si ce sont des exercices mono-articulaires. Dis-moi si tu as eu suffisamment d'infos là-dessus et d'adis, ou si tu as d'autres questions par rapport à ça. Salut coach, salut le coloc. Hop. Si vous avez des questions pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à les poser. L'objectif c'est de faire un petit live FAQ, un petit live improvisé pour vous aider sur différents sujets. Et du coup, ce que je viens de dire pour les biceps, ça marche pour tous les autres groupes musculaires. Votre nombre de séries, ça va dépendre de l'intensité que vous mettez sur chacune de vos séries. Et commencez toujours votre séance par ce groupe musculaire-là. En ce moment, je mets un focus triceps, je commence 2 de mes séances, donc je fais 3 fois les triceps sur ma semaine et je commence 2 fois mes séances par les triceps. D'ailleurs, dites-moi si ça vous tenterait une petite vidéo explicative de mon programme actuel ou en mode je vous emmène avec moi pendant mes entraînements, pendant une semaine, ça pourrait être cool de faire un truc comme ça. Ça pourrait être cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là. On va faire ça jusqu'à 12h30, 12h35 s'il y a des questions. Ibro, salut Abou. Posez vos questions. Yes, cool. Salut Chabouki. Voilà. Si vous galérez sur un truc en ce moment à la salle, sur un exercice que vous n'arrivez pas à maîtriser, si vous avez des questions sur votre programme d'entraînement. Est-ce que tu cours ou que muscu? Alors là, je cours depuis pas très longtemps. J'ai fait une course ce week-end, donc c'était un 10 km, enfin c'était un 9,5 exactement. Et c'était une boucle, on devait faire 4 boucles.
Et j'ai mis 43 minutes. 43 minutes 30. Donc voilà, c'est la troisième course que je faisais. Sinon, j'ai fait 2 fois le semi-marathon. Et sinon, ouais, je cours pareillement, on va dire que je cours 2 fois par mois. Et là, j'ai augmenté un petit peu depuis 2 semaines le nombre d'entraînements course à pied que je fais. Parce que du coup, comme je l'ai dit dans ma vidéo où je fais le trail de 35 km, je vais commencer à préparer un marathon. La prépa commence dans 2 semaines, donc ça va être première semaine de janvier ou deuxième semaine, je crois. Vers là. Donc, je crois que c'est première semaine. J'ai un doute. Ouais. Bref, donc je prépare un marathon. Donc là, je suis passé à 2 entraînements course à pied par semaine, mais je suis à même pas 15 km par semaine, quoi. Donc voilà, mais là, je vais passer à 3, 4, 5 trainings de course à pied ensuite. Tu aurais des conseils pour démarrer la course combien de fois par semaine? Alors souvent, les gens ils disent combien de fois par semaine? Combien objectif de temps pour le marathon? 3h30. Moi, je vous recommande, pour commencer la course déjà, peu importe si vous commencez enfin peu importe, même si vous commencez pas, fixez-vous un nombre d'entraînements que vous pouvez tenir sur la semaine. Un nombre d'entraînements que vous pouvez tenir sur du long terme et que vous pouvez tenir sur les 52 semaines de l'année. Ok. Si vous me dites ouais, je peux m'entraîner 3 fois par semaine, ok, est-ce que tu penses que tu peux aller courir 3 fois par semaine sur les 52 semaines de l'année? Et là tout de suite ça nous change un peu la perspective. Si tu commences, alors ça va dépendre de ton emploi du temps, si tu fais 1 fois par semaine c'est très bien, si tu fais 2 fois par semaine c'est très bien aussi, si tu fais 3 fois par semaine c'est aussi très bien. Je te recommanderais peut-être pas de dépasser les 3 fois par semaine, mais c'est sûr que si tu fais 3 fois par semaine plutôt qu'1 fois par semaine, ça va juste changer ta capacité à progresser. Tu vas progresser beaucoup plus rapidement en faisant 3 fois par semaine qu'1 fois par semaine, mais t'entraîner 1 fois par semaine c'est aussi très bien. Et je te recommanderais peut-être entre 1 et 3 de te fixer déjà 20 minutes ou 30 minutes au début. Ça peut être très intéressant. D'ailleurs, j'ai fait un live avec Alex, qui est lui coach en course à pied. Le live est disponible en replay sur ma chaîne YouTube Evan Coach. Et je pense que tu auras toutes les informations dans cette vidéo-là, beaucoup plus détaillées. Mais pour te faire un résumé de ce qu'il a dit, de ce que je me souviens, entre 1 et 3 fois par semaine, tu peux rien que commencer à marcher, alterner marche-course au début, 1 minute de marche, 1 minute de course. Ce sera très bien. Ça peut même être 2 minutes de marche et 1 minute de course à adapter en fonction de ton ressenti et d'augmenter la durée de course au fur et à mesure et de faire 2 minutes de course, 1 minute de marche, 3 minutes de course, 1 minute de marche en fonction des séances. Et ensuite de faire des séances entre 20 et 30 minutes au début qui augmenteront progressivement. Et après, si tu veux vraiment commencer dans les meilleures conditions possibles, moi je te recommande de possiblement te faire coacher par un coach en course à pied, un coach souvent en course à pied. Alors soit tu peux prendre un coach en présentiel avec toi, soit tu peux te faire coacher en distanciel avec un plan d'entraînement qui t'est envoyé chaque semaine, comme ce que fait Alex par exemple. Donc voilà. Si jamais tu veux commencer la course à pied, je te recommanderais de te faire coacher pour pas perdre du temps, avoir des réponses à toutes tes infos. Pour ceux qui viennent d'arriver, salut à tous, n'hésitez pas à poser vos questions, petit live FAQ improvisé. Hop. Salut Matt, salut Jo, salut Ferdinand, salut Elodie, salut Dylan, salut Damien. Ah, il y a Lulu. Salut Lulu, salut Colline. Hop. Hop, si vous avez des questions, ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à les poser. Muscu, nutrition, peu importe. Sujet qui vous intéresse. Si je peux vous aider là-dessus, avec grand plaisir. Coucou Lulu. Alors, s'ils vont comment les ligaments croisés? Je crois que c'est les croisés que tu avais fait. Le genou en mousse va mieux. Mon genou en mousse, il va mieux, oui. Je vous jure, là j'ai couru... J'ai couru quand du coup? J'ai couru samedi soir. 0 douleur au genou. Donc vraiment bien. Là, ma petite égratignure que je m'étais faite sur mon trail, ça
ça a bien cicatrisé et ouais, plus du tout de douleur au genou. Là, ça faisait. J'ai dû aller courir pendant un mois et demi. J'allais courir, j'avais mal au genou. Au bout du 2e kilomètre à chaque fois, entre le 2 et le 4. Entre le 4 et le 10, ça partait et après ça revenait. Mais là, ça va. Vraiment, ça fait 3-4 fois que je vais courir. J'ai plus mal au genou, maintenant j'ai mal à la cheville gauche. C'est descendu. Mais au moins, ça, c'est plus le genou. Et du coup, Alex, dans le live, il a dit de faire pas mal de proprioception si vous avez des douleurs au niveau du genou, des chevilles quand vous courez. Donc, je le fais 2-3 fois par semaine. Je fais quelques séries de 30 secondes. Et visiblement, ça va mieux. Et je m'échauffe bien aussi le genou avant et ça va mieux. J'ai repris la course. Bah, parfait, Lulu, t'as repris la course. Salut, ça va? Salut et toi, ça va Louis? Si t'as des questions, Louis, n'hésite pas. Salut Coco. Donc voilà. Pour réception, ce que je fais, c'est que. Tiens, tu me diras tes exos de proprio. Bon, c'est pas dur. Je fléchis le genou, je décolle le pied opposé du coup, et je ferme les yeux. C'est ce que je fais. Et l'étape d'avant, c'est de le faire yeux ouverts, avec un support pour genre une chaise pour te stabiliser. Après, tu tires la chaise. Après, tu peux faire, Alex, c'est ce qu'il disait. Après, je sais pas si c'est bon dans ton cas, Lulu, mais des appuis droite-gauche et sauter en avant et en arrière et droite-gauche. Et après, le faire du coup en statique, les yeux fermés. Et après, faire sauter avant-arrière et droite-gauche en ayant les yeux fermés. Pourquoi d'une poulie à l'autre, les poids ne sont pas équivalents? Alors, j'avais fait une vidéo là-dessus. En gros, ça va dépendre du ratio de la poulie. T'as des poulies qui vont une ratio 1-1, des poulies qui vont une ratio 2-1. Et en fait, tout simplement, une poulie 1-1, tu vas mettre beaucoup moins lourd. Par exemple, le tirage vertical, c'est une poulie. C'est un ratio 1-1 dans la majeure partie des salles. Sur le Matrix, par exemple, à Basic Fit, ça va être une ratio poulie 1-1. Et du coup, en fait, quand tu vas tirer 1 mètre de câble, tu auras le poids qui va se soulever d'1 mètre. Et sur une poulie avec un ratio 2-1, tu vas tirer de 1 mètre le câble, le poids ne va se soulever que de 50 cm. Et du coup, ce qui fait qu'en réalité, tu as besoin de produire moins de force pour soulever la même charge. Du coup, sur une ratio 2-1, tu vas pouvoir soulever le double que sur une poulie ratio 1-1. Donc ça dépend tout simplement en fait, de la conception de la machine, tout simplement. Et en fait, si vous connaissez un peu les chantiers, je crois que ça s'appelle le mouflage, ils font sur les chantiers où il y a des poulies qui sont utilisées des fois pour transporter des charges, et ils utilisent ce principe de poulies, de mouflage pour soulever plus facilement des charges qui sont lourdes, pour déplacer plus facilement. Et donc là, en fait, c'est la même chose avec les machines de muscu. Plus vous allez avoir un ratio élevé, plus vous allez avoir de la facilité à soulever une grosse charge. Typiquement, c'est comme le tirage horizontal, où vous mettez les pieds, où vous stabilisez avec les pieds, et vous avez deux sorties de câble, et vous pouvez changer la prise. Et en fait, là-dessus, si vous le faites à 2 bras, vous allez être en ratio 2-1. Ouais, c'est un 2-1. Et si vous le faites en unilatéral, vous êtes en ratio, je crois que c'est 4-1. Donc en fait, en fonction de la machine, si vous le faites en unilatéral ou en bilatéral, ça va changer le ratio de la machine. Donc, par exemple, en unilatéral, sur la machine, je mets aussi lourd qu'avec les 2 bras. Tout simplement parce que le ratio, il n'est pas le même. Tac. Hello, comment on fait pour prendre un max de cale en ayant une vie hyper sédentaire? Ah, pour perdre, pardon, j'ai compris. Pour perdre un max de cale en ayant une vie hyper sédentaire. Alors, si tu as une vie sédentaire, donc un métier où tu vas plutôt être assise, déjà quelque chose tout bête que tu peux faire, c'est d'essayer d'identifier les choses que tu pourrais faire en marchant, typiquement passer des coups de téléphone, répondre à des messages. C'est des choses que tu peux faire en marchant. Si tu as la possibilité à ton travail de demander un bureau qui se surélève, souvent dans les entreprises, ils commencent à mettre ça, ce genre de choses, demande un bureau qui peut se surélever pour travailler debout, et tu peux même toi rajouter un tapis de marche en dessous de ce bureau-là pour plus te dépenser.
Et moi, je te recommanderais de te fixer un nombre de pas par jour de ce qu'on a vu au niveau des études. Moi, je te recommanderais de marcher minimum 7500 pas par jour. C'est là où tu auras le maximum de bénéfices. Tu peux bien sûr aller plus haut que ça, mais déjà, marcher 7000 pas par jour, si tu as un métier très sédentaire, des fois ça peut être compliqué. Donc te fixer 7-8000 pas en objectif au début, l'augmenter par la suite si tu y prends goût. Mais te fixer un objectif de pas en termes de santé, ça va être très intéressant. Et sinon, après, si t'as pas beaucoup de temps pour. Je sais pas ce que tu fais comme sport, on va dire, mais si tu veux perdre un max de calories, il faut juste plus bouger. Tu peux faire des hits à la rigueur, mais le problème de ça, c'est que ça peut t'induire beaucoup de fatigue si tu fais de la musculation à côté. Et ma principale recommandation serait de marcher, de te fixer un nombre de pas par jour. C'est tout bête, mais c'est quelque chose de très simple à faire et surtout, c'est que tu peux répartir tes pas comme tu veux dans la journée. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle pour te dépenser en fait. Donc ça, c'est l'avantage. Et en gros, identifier un peu tout ce que tu fais actuellement, que tu fais assis, que tu pourrais faire debout. Typiquement, moi je réponds aux messages de mes élèves, aux messages Instagram en marchant. Bon, j'ai pas de bureau qui se surélève et pour l'instant, à l'endroit où je suis, je compte pas en acheter un, mais si je change d'endroit où je vis, j'en achèterai probablement un, mais le jour où je me déterminerai à me poser vraiment quelque part. Comment va tout le monde? On peut poser des questions. Oui, oui, Mehdi, tu peux poser des questions. Malheureusement, je peux faire du sport maison, j'ai une vie familiale, clairement, je finis ma journée à 21h. Bah, moi, je te recommanderais d'essayer de plus marcher, d'identifier tous les trajets que tu peux faire à pied également. Souvent, on prend trop facilement la voiture, les transports en commun. Si tu prends la voiture, essayer d'identifier tous les trajets que tu peux faire à pied, typiquement ceux qui sont à moins d'un kilomètre de chez toi. Quand tu vas faire tes courses ou autre, quand tu dois te garer, gare-toi assez loin, par exemple tout au fond du parking, tu vois. C'est des trucs tout cons, mais ça peut augmenter ton nombre de pas. Accumuler sur du long terme, ça peut faire pas mal de différence. Éviter de prendre les escalators ou les ascenseurs et prendre plutôt les escaliers. Tout ça, c'est des petites choses du quotidien que tu peux faire. Tout simplement pour augmenter ta dépense sans vraiment t'en rendre compte. C'est des petites habitudes. Et transport en commun, si tu les prends, descendre un arrêt plus tôt que l'arrêt que tu dois descendre, comme ça tu finis à pied. Puis après tu fais un arrêt, puis deux arrêts, tu peux faire les choses comme ça. Comment peut-on relancer son métabolisme en période de stagnation? Alors souvent les gens pensent que leur métabolisme ralentit ou autre, alors qu'en réalité votre métabolisme il ralentit pas. Par contre quand vous mangez moins, vous allez avoir moins d'énergie, du coup sans le voir forcément vous allez moins vous dépenser. Vous allez faire vous allez être moins tenté de vous déplacer à pied, vous allez plus rester assis, plus rester allongé, donc c'est surtout ça qui fait. Moi je te recommanderais de te fixer un nombre de pas par jour tout simplement pour augmenter ta dépense et de mettre peut-être un tracking des calories 1 à 2 jours par semaine si tu ne l'as jamais fait pour voir un petit peu combien de calories tu consommes, car souvent on pense à relancer son métabolisme, je ne sais pas quoi, alors qu'on n'a jamais calculé ses calories, jamais quantifié sa dépense. Donc avant de penser que notre métabolisme est bas, il faut plutôt se dire ok, combien de calories je mange par jour et combien de pas par jour je fais pour quantifier votre dépense. Et voir ça sur plusieurs jours par semaine, voire plusieurs semaines par mois. Et si tu n'as jamais compté tes cales, le faire sur une journée par semaine ou 2 journées par semaine, ça peut être très bien pour commencer. Ou alors ça peut être un repas de temps à autre quand tu as le temps, ou un ou plusieurs repas de temps à autre dans la semaine. Moi je fais 1m87 et 102 kg quand je vais à la salle. Est-ce que je dois faire que du tapis, escalier ou faire aussi des machines style développé couché, tout ça? En fait, en gros, tu me dis est-ce que je dois faire de la muscu ou du cardio. Moi je te dirais qu'il faut que tu fasses les deux. Alors, au vu du poids que tu me dis par rapport à ta taille, je suppose du coup que tu veux faire une perte de poids. Et que vu que tu demandes si tu vas faire du cardio ou de la muscu, je pense que c'est dans cet objectif-là. Je pense que tu dois faire les deux. Le cardio augmentera simplement ta dépense calorique.
Alors, la muscu va aussi augmenter ta dépense calorique, mais beaucoup moins que du cardio, hein. N'oubliez pas, les amis, mais beaucoup de personnes ne le savent pas, mais la muscu n'est pas énergivore, ça ne dépense pas beaucoup de calories, la muscu. Par contre, ça va vous permettre de maintenir votre masse musculaire si vous avez pour objectif de perdre du poids. Et ça va même vous la développer pour avoir un physique dans lequel vous êtes plus fort, vous allez vous sentir plus à l'aise, plus confiant et plus esthétique souvent aussi. Souvent les gens ils pensent qu'ils doivent faire que du gras et qu'ils ont assez de masse musculaire, alors qu'en fait pas du tout. Et du coup moi je te recommande de faire les deux, de te fixer pareil un nombre de pas par jour pour quantifier ta dépense et de faire de la marche par exemple. Et de l'escalier, par exemple, quand tu fais plus de 100 kg, faire de l'escalier, je pense qu'au niveau de tes articulations, je pense pas que ce soit très bien. Tu vois, genou, cheville, ça peut. Alors, ça se trouve, dans ton cas, tu n'auras aucune douleur, mais potentiellement, ça peut être une piste. Enfin, c'est pas quelque chose à négliger. Et que tu peux t'abîmer, entre guillemets, les genoux ou les chevilles à cause du poids. Et la marche, c'est quelque chose où, du coup, tu vas pas te mettre de fatigue, tu vas pas. Avoir d'impact et tu vas, pour perdre du poids, j'ai pas précisé, ouais, je l'avais déterminé. Et du coup, je pense que la marche rapide, c'est quelque chose que tu n'auras pas d'impact, toi, ça te fera pas mal aux genoux ou aux chevilles. Et pour augmenter ta dépense sans rajouter de fatigue, ça peut être intéressant. Et tout simplement pour éviter de rajouter de la fatigue en plus des séances de muscu. Donc tu peux faire les deux à condition. Et le dos à cause de mon poids, mon médecin m'a dit, ouais tu vois, je pense pas que à voir après sur l'escalier, mais je pense pas que faire l'escalier, du moins en grande quantité, ce soit intéressant dans ton cas, plutôt de la marche rapide. Et te fixer tout simplement une dépense par jour et de quantifier cette dépense via un nombre de pas. Je pense que ça peut être bien. Mais voilà, ma réponse c'est de faire les deux à condition de bien faire les choses, d'avoir un bon choix d'exercice d'un côté musculation, d'avoir un bon programme, d'appliquer la surcharge progressive et de le faire correctement. Et ce qui est même plus important que le programme, c'est d'exécuter correctement ton programme, donc d'avoir des bonnes techniques. Et si tu as besoin, n'hésite pas à te faire coacher. Finalement, le secret, j'ai marché beaucoup et être en déficit calorique pour perdre du poids, la muscu, c'est un plus. J'ai marché beaucoup. En fait, quand tu vas marcher, tu vas augmenter ta dépense calorique. Donc si tu ne modifies pas tes apports, en fait, ça va te créer un déficit calorique. Pour perdre du poids, la muscu, c'est un plus. Et la muscu, en fait, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ça vous fait pas perdre du poids, ça vous fait pas, je sais pas, enfin bref, la muscu, ça vous stimule votre masse musculaire pour la maintenir pendant votre perte de poids, voire même la développer, et ça vous permettra d'avoir un physique plus esthétique, vous allez avoir plus de force, vous allez vous sentir plus confiant souvent aussi. Donc la muscu vous permet de développer votre masse musculaire et ensuite traquer vos calories et augmenter votre dépense via le cardio, via le nombre de pas, va vous permettre de créer un déficit calorique. Même si la muscu vous permet de dépenser des calories, mais c'est pas très. Une séance de muscu, vous passez 80% du temps à récupérer. Donc vous n'allez pas avoir une très très grosse dépense. Ok, merci beaucoup, bro. C'est un boulot de fou, ça. Coach, c'est compliqué avec le budget. Ouais, c'est un investissement. Après, souvent, les coachings en ligne, ça va être moins cher qu'un coaching en salle. Coaching en ligne, tu vas te situer autour des 100 euros, voire plus. Entre 100 et 200, je vais dire. Mais ça fait vraiment la différence. Parce que tu vas directement te voir, en fait. Le coach, il va te faire un feedback. Alors, si tu choisis un bon coach, bien sûr. Des coachs qui vous envoient juste des PDF qui ne regardent jamais vos mouvements. Et voilà, ça, c'est pas du coaching. Si votre coach vous demande jamais d'envoyer des vidéos d'entraînement, c'est qu'il y a un petit souci. Tu as des conseils pour des applications pour traquer les calories? Alors moi, je te recommande Yazio ou MyFitnessPal. Ce sont les deux que j'ai utilisé principalement par le passé, vu que là, je calcule plus mes cales. Mais c'est les deux que j'ai utilisés, ceux que je recommande à mes élèves. Après, il y en a d'autres. Mais voilà, à toi d'essayer les deux. Donc Yazio, Y-A-Z-I-O, et MyFitnessPal. Donc My, M-Y, Fitness, et Pal, P-A-L.
Et après, pour 100 € par mois, ouais, un coaching en ligne, tu te retrouves aux alentours des 100, 150, voire 200 en fonction du coach tout simplement que tu choisis. Moi, j'utilise Yazio, mais je trouve que le nombre de calories à la journée est bas. Alors après, on s'en fout du nombre de calories que Yazio va te fixer. C'est toi à faire des tests. Ok, je me mets à 1005. Ok, mon poids il évolue comment à 1005. Ok, il est fixe à 1005, c'est-à-dire que ma maintenance est à 1005, donc il faut que je sois à 10-20% en dessous de cette maintenance. Ou 5% par exemple. Mais on s'en fiche du nombre absolu que affiche Yazio, il faut juste faire des tests et adapter ce nombre-là. 1154 journaliers, je fais 1m55 pour 80 kg. Oh, ça me paraît pas déconnant, hein. Tu peux descendre plus bas que ça. Surtout si tu as un boulot sédentaire, tu vois, ça me choque pas, hein. Si tu as un boulot sédentaire, que tu n'as pas une très grosse dépense, que tu es assis toute la journée et que tu fais, je sais pas, 2-3 000 pas par jour, manger 1550, ça m'étonnerait pas que tu sois en maintenance à 1550, quoi. Sauf faut faire des tests. C'est ça. En fait, il faut faire des tests. Tu manges 1500. Alors après, pour que le test il soit, pour que les données soient fiables, il faut manger 1500 calories sur tous les jours de la semaine, sur une semaine. Tu regardes ton poids au bout d'une semaine. Faut pas prendre de décision trop vite. Tu refais pareil sur une deuxième semaine. Je prends même du poids. Alors après, ça dépend. Est-ce que tu es vraiment à 1500 calories tous les jours ou si tu le fais que une ou deux fois par semaine, tu vois. Donc, si tu le fais qu'une ou deux fois par semaine et que les autres jours tu calcules pas et que tu es au-dessus, les données sont faussées. Mais il faut vraiment manger une 1500 calories tous les jours pendant 2 semaines et que tu vois à 1500 comment ton poids évolue. Et après, soit tu restes à 1500 et du coup tu augmentes ta dépense, soit tu. Non, tous les jours. Ok. Soit tu augmentes ta dépense, tu augmentes ton nombre de pas, ou tu peux racheter du cardio à la salle si tu vas à la salle, et sinon tu réduis ton apport. Et tu réduis ton apport et de 10-20%, 20%, tu vois, tu pourrais être à 1200 du coup. Et après, je te recommanderais quand même de faire les deux, de réduire un peu ton apport et d'augmenter ta dépense, comme ça ce sera mieux. Parce que quand tu réduis trop tes apports, donc trop ce que tu manges, bah tu perds aussi, tu auras moins de vitamines, moins de minéraux. Donc c'est toujours, en termes de micronutrition, faut pas descendre trop bas. Quand tu manges à la cantine le midi, tu peux gérer une appli de comptage de calories. Quand tu vas manger à la cantine le midi, alors souvent vous avez des mauvaises notions des quantités. Si tu calcules tes calories depuis très longtemps, tu peux commencer à avoir des notions, mais le problème c'est que ce sera des données qui sont trop peu fiables. Moi je te conseillerais de traquer vraiment ce que tu peux traquer, donc c'est-à-dire tes repas du soir, tes collations et ton petit déjeuner, et de de te dire bah voilà, je mange à la cantine le midi, je me laisse 500 cales pour manger à la cantine. Moi j'estime que mes repas à la cantine vont me faire 500, 600, 700 cales par exemple. Mais sinon, il y a un truc qui peut être pas mal avec ChatGPT, vous prenez en photo votre repas, vous dites bah voilà, je mange, dites-lui ce que vous mangez quand même, parce que des fois il va peut-être pas reconnaître, mais voilà, je mange voici la photo de mon repas, à combien de calories, à combien de quantité et combien de calories estimes-tu mon assiette, tu vois. J'ai vu un mec qui faisait ça, à essayer. Ça peut vous donner un ordre d'idée, on va dire, plus précis que ce que vous pensez. Je pense que je mange mes émotions quand ça va pas, je mange n'importe quoi. Moi, je te recommanderais de te rapprocher autour de personnes spécialisées dans les TCA si tu manges réellement tes émotions et tu as peut-être des TCA, hein, et de te rapprocher peut-être de personnes compétentes, donc psychologues, c'est plutôt vers les psychologues d'ailleurs, et te rapprocher d'eux et de voir si tu as peut-être des TCA et de voir ce que vous pourriez mettre en place. L'alimentation, c'est super important. Si tu veux être en bonne santé, oui. Si tu bouffes que des aliments faibles en termes de micronutrition et que tu fais pas attention un minimum à ce que tu manges, tu vas pas être en bonne santé, tu vas développer des maladies et tu vas... Est-ce que tu mets de l'eau dans ta voiture, est-ce qu'elle fonctionne? Je pense pas. Donc, si tu mets de la merde dans ton corps, est-ce qu'il va fonctionner? Je ne pense pas. L'alimentation, c'est super important. Alors tout est important, hein. Tout est autant important. Le sommeil est autant important que l'alimentation, qui est autant important que l'entraînement, enfin l'activité physique de manière générale, si tu veux être en bonne santé. Et du coup, si tu as un objectif de perte de poids, automatiquement l'alimentation, ça va jouer un gros rôle parce que
tu peux faire tout le sport que tu veux. Si tu n'es pas en déficit calorique, derrière, ça va être très compliqué de perdre du gras. Quel serait le nombre de cales trop bas? On peut descendre en dessous de 1200 cales. En vrai, tu peux descendre en dessous de 1200 cales. Après, sur du long terme, c'est pas tenable, mais tu peux faire des phases où tu descends à 1200 cales journalier, par exemple, 1100 cales, si tu es très sédentaire. Mais je te recommanderais quand même de chercher à augmenter ta dépense. Merci pour les astuces, je vais tester. De rien. Ah, il y a Damien. Salut Damien. Damien qui ouvre Fit Time bientôt, le mois prochain, si les travaux sont finis. Voilà, mais en soi, après, aussi, quand on pense manger 1500 calories, mais en fait, faut se demander est-ce que les données, elles sont bonnes? Est-ce que les données, elles sont fiables? Parce que des fois, on dit, ouais, je mange 1500 calories, sauf que tu prends pas en compte l'huile que tu utilises pour la cuisson. Tu vas peser, par exemple, ta viande crue, ta viande cuite plutôt que crue. Par exemple, 100 grammes de steak haché, les macronutriments, toutes les données alimentaires, elles sont données crues. Tu cuis un steak haché, 100 grammes de steak haché, ça va perdre de l'eau. Cuit, il pèsera que 80 grammes, et si tu le pèses une fois cuit, tu vas rentrer 80 grammes de steak haché. Alors qu'en réalité, tu en as mangé 100, tu vois. En réalité, tu as mangé 400 calories de steak haché, et toi, tu rentres que 300, tu vois. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, peser sa viande crue plutôt que cuite. Pas oublier l'huile qu'on utilise pour la cuisson. Les féculents, en fait, dès que vous avez pesé cru, ce sera mieux. Parce que toutes les données, toutes les informations nutritionnelles, elles sont données crues sur les emballages. Par exemple, le riz, 100 grammes de riz cru, c'est 360 calories à peu près. Une fois que vous le cuisez, ça va dépendre du temps que vous le laissez à la cuisson, mais ça va donner à peu près 330 grammes de riz cuit. Et du coup, si tu comptes tes cales avec du riz cuit, ce sera beaucoup moins précis qu'avec du riz cru. Et moi, l'astuce que je recommande, c'est de cuire des grosses quantités, par exemple 300 grammes de riz cru, de répartir dans 3 tupperwares différents, sans peser vos tupperwares. Vous aurez environ 100 grammes de riz cru dans chacun des tupperwares, ce qui permet de gagner du temps et de ne pas se prendre la tête. Je ne savais pas qu'il fallait peser le cru. Ah si, toujours. Toujours, parce que quand tu cuis un steak haché, tu vois, le steak haché est réduit, tu perds de l'eau. Mais les calories dans le steak haché, ça reste le même, tu vois. Donc, un steak haché, je dis des chiffres pif, tu vois, mais 80 grammes de steak haché cuit, ça fait le même nombre de calories que 100 grammes de steak haché cru. Sauf que toi, tu vas compter que 80 grammes de steak haché, alors qu'en réalité, tu en avais 100 grammes. Et du coup, ça va aussi jouer sur ton nombre de protes. Tu vas te dire, en fait, j'ai pas beaucoup de protes, alors qu'en réalité, tu en as plus. Donc, toujours peser cru le plus souvent possible. Et pour sinon faire en grosse quantité. Et par exemple, moi, à un moment, je cuisais la barquette de 1 kg de poulet. Je répartissais dans 4 tupperwares différents. Je savais que j'avais. Alors, je n'allais pas avoir 250 grammes pile dans chacun des tupperwares, mais ça allait me faire à peu près 250 grammes. De toute façon, dans tous les cas, je mangerais les 4 tupperwares. Donc, on s'en fout qu'il y ait 10 ou 20 grammes de plus dans un tupperware ou dans l'autre, tu vois. Et plutôt que de se fixer un nombre de calories à la journée, fixez-vous un nombre de calories à la semaine. Ça vous laissera beaucoup plus de liberté. Plutôt que de se fixer 1500 par jour, fixez-vous une moyenne de 1500. Vous faites un petit fichier Excel, moi c'est ce que je fais avec mes élèves, un petit tableur Excel. Et par exemple, si un jour où tu as plus faim, ça t'offre plus de liberté, tu peux dépasser les 1500. Tu peux manger 1600 par exemple, 1650, peut-être 1700. Bon, je te recommanderais pas de monter plus de 200 calories peut-être. Mais voilà, et réguler sur les jours d'après. Si tu as dépassé de 200 calories le lundi, tu réduis de 100 le mardi et de 100 le mercredi. Donc 1400 le mardi, 1400 le mercredi. Comme ça, t'es lissé à 1500. Voilà, tu fais ça sur ta semaine. Est-ce que tu conseilles de prendre des brûleurs de graisse dans une perte de poids? Non, c'est de la merde. Arrêtez avec vos compléments, toutes les pilules miracles et tous les trucs qui vous promettent de perdre du poids sans faire d'effort. Jetez ça à la poubelle. Ça doit vous alerter. Vous devez vous dire putain, là je vais perdre du poids sans rien faire ou juste en mangeant des trucs. Non. Souvent les brûleurs de graisse en plus ils sont caloriques. Donc ça vous rajoute des calories. Donc non. Concentrez-vous sur la base, créez un déficit via l'alimentation, via
via l'augmentation de l'activité, via la réduction de vos calories et via des petites habitudes du quotidien tous les jours. Tous les jours, vous répétez les petites habitudes qui ne sont pas dures à tenir et vous allez voir que sur du long terme, il va y avoir ça va s'améliorer. Merci, tes conseils sont top. Bah de rien. De rien. Mais voilà, les brûlures de graisse, je ne recommande pas ça. À la rigueur, la caféine, ça pourrait être intéressant. Mais parce que ça va vous permettre de peut-être plus bouger, avoir plus de sensations d'énergie. Donc, à la rigueur, la caféine. Pourquoi pas. Voilà, si vous avez une autre petite question, posez-la maintenant, sinon je coupe, parce que là, il va être l'heure d'aller manger. Merci pour tes conseils, sont trop cool. Je te donnerai des retours sur tes conseils que tu as donnés. Je retourne faire mes montages. Bon montage, Mehdi Nour. Je pense que c'est Mehdi ton prénom. Bon montage. Merci pour les conseils. Le guarana, tu conseilles. Guarana, je me suis jamais pensé dessus. Mais c'est quoi ça, guarana? Brûle-graisse. Non, c'est voilà, pareil. Non, c'est un brûle-graisse, donc non. C'est... Tu marches 5000 pas en plus par jour, ta dépense va augmenter de 250 cales, voilà, par jour. Le guarana, tous les brûle-graisse, tous les trucs, jetez-les à la poubelle, s'il vous plaît. Vous brûlez plus votre portefeuille que du gras. Et juste concentrez-vous à plus vous dépenser, à manger, à avoir une alimentation plus brute, moins transformée, et voilà. J'utilise pour me réveiller, ça me shoot plus que le café. Prends une douche froide, ça te réveillera bien mieux et ça te fera économiser des sous. Merci, premier live que j'écoute, un peu en retard mais au top. De rien, Aiden, du coup, tous mes lives sont dispo sur YouTube en replay, donc si jamais tu veux les écouter dans la voiture, pendant que vous allez au travail, pendant que vous avez des longs trajets, ça peut être intéressant. Vous pouvez l'écouter en x1,2, x1,20, x1,5. Ça se passe beaucoup plus rapidement. Après, si consommer du guarana, tu aimes bien, consomme-en, mais ça ne va pas t'aider à brûler de la graisse. Je prends note, je reviendrai vers toi la première fois que je trouve quelqu'un qui donne de vrais conseils. De rien. Et souvent, il faut arrêter de regarder du contenu court et regarder du contenu long, et vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent de très bons conseils. Donc arrêtez de consommer du contenu court. Donc contenu court, je parle des shorts, il y a des vidéos d'1 minute, des TikTok, tout ça. Arrêtez de consommer ce genre de contenu si vous cherchez à vraiment développer vos connaissances dans un domaine. Ça peut être intéressant pour vous détendre, regarder des trucs marrants. Et encore, si vous vous faites prendre dans la boucle du scrolling infini, ne le faites pas. Merci pour l'info, bonne app, à plus. Yes, bon, allez, moi j'y vais. Je vous souhaite une très bonne journée, passez des bonnes fêtes. Merci à vous de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas, si vous reste des questions, à me les poser en message privé, ou si par la suite vous avez des problèmes sur un exercice en particulier, envoyez-moi. J'ai d'ailleurs une newsletter, donc si vous voulez, je vous envoie le lien pour vous inscrire. Et j'ai créé un guide explicatif avec plus de, 115 vidéos, je crois, où je vous explique toutes les machines de muscu. Donc si vous ne l'avez jamais eu, vous avez juste à m'envoyer le mot guide en message sur Instagram et je vous l'envoie. Passez une bonne fin de journée et à très bientôt.